est fini. Et ça nous entend aussi. Je me mets. Après? Ok. Du coup, c'est Anne Voilà, et Alice. c'est Alice qui va commencer. Ou Anne, comme tu commences. Tu présentes peut-être. Du coup, je vais vous présenter la dernière session. Du coup, les échanges vont parler des échanges entre l'entourage et les professionnels médicaux et sociaux pour l'accès à des ou à ces soins, à ces droits, pardon. Animateur, moi-même, Flora Chaléa, membre de la communauté mixte, j'aurais pu dire d'abord Françoise, priorité aux femmes normalement. La galanterie n'est pas mon fort. Sociologue à l'université. Pour la première prise de parole, nous aurons 2 parcours de soutien auprès de parents vulnérables. Négocier sa place et faire reconnaître les droits des proches. Anne et Aline, si je ne me suis pas trompé. Alice, pardon. Autant pour moi, je suis un peu dyslexique, donc des fois, les lettres, elles se confondent. En deuxième partie de table, nous avons Nolwenn et Gabriel qui vont vous parler de trouver sa juste place dans l'accompagnement des personnes cérébralisées. Et pour finir, qui arrivera en troisième place, Monsieur Hérault, Benoît, qui viendra faire parler de faire accéder un proche à ses droits. Oui, mais quel droit? Retour sur un cas auto-ethnographique. À vous, mesdames, vous avez la parole. Bon, je commence. Donc moi, je suis la sœur cadette. Donc j'ai un frère aîné qui a 18 mois de plus que moi, qui est né en 1951 et qui était prématuré, donc né à 7 mois, avec toutes les conséquences, enfin les séquelles qu'il pouvait y avoir. Donc il a fait une hémorragie ménagée à la naissance, une bronchopneumonie, etc. Donc il y a des séquelles et donc des difficultés dans les apprentissages, notamment celui de la parole. Donc mon frère a parlé de manière tout à fait indistincte. Alors les souvenirs que j'ai, parce que bon, lui est né en 51, moi je suis née en 53, c'est que dès toute petite, j'ai toujours compris parfaitement ce qu'il disait. C'était assez étonnant et je le comprenais mieux que ma mère d'ailleurs. Donc, j'ai été plongée en fait dans cet accompagnement de handicap dès ma naissance. Et donc, j'étais un peu chargée de l'accompagner parce que je lui ai servi d'interprète pendant des années. Parce que partout où on allait, on disait qu'est-ce qu'il dit. Et donc, Anne traduisait ce qu'il voulait dire. Donc, de ce fait, on a été scolarisés en même temps, ce qui fait que je l'ai accompagné pendant toute l'école maternelle. Ensuite, l'école primaire aussi. Et alors, je parle un peu de ça parce que c'est aussi souvent un regard sur le handicap, le regard de la fratrie qui est pas toujours, dont on parle pas toujours. Et je veux dire que c'est pas toujours facile à vivre en fait, parce que mon frère étant tout petit, il faisait du rachitisme, il était tout petit. Ma mère l'avait surnommé Titou, c'est un exemple que je donne, mais et à l'époque, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Les Aventures de Titou et Titounette. Donc lui étant Titou, j'étais Titounette. Donc j'étais assimilée en fait, j'étais assimilée à son handicap par rapport aux autres enfants à l'école, etc. Bon, donc après, vers l'âge de 7 ou 8 ans, on a trouvé la raison pour laquelle il avait du mal à parler. En fait, c'est parce que le voile de son palais n'était pas formé. Donc ma mère était allée à Paris, on l'a opéré, etc. Et après, il a une rééducation du langage. Bon, ce que je voulais dire, c'est que notre vie, on s'est séparés un peu parce que moi, je suis rentrée, à l'époque, c'était le lycée, donc je suis rentrée en 6e au lycée, puis lui est parti vers des classes de perfectionnement. Et ce que je dois dire aussi, à ce moment-là, j'ai vécu cette séparation avec un soulagement énorme dont j'avais très honte, en fait, parce que je sentais que c'était pas bien, mais je me sentais mieux de ne plus avoir cette charge en permanence de mon frère. Bon, il se trouve que
Mon frère, après, a trouvé du travail. Enfin, ma mère avait réussi à le faire rentrer comme aide-jardinier à la mairie de Brest. Donc, il a eu un salaire et il a vécu donc, toute sa vie au domicile de ma mère. Enfin, il vivait dans le même appartement. Ma mère est décédée il y a à peu près 35 ans. Et il se trouve qu'à ce moment-là, et ma sœur est décédée très peu de temps, parce que j'avais aussi une sœur, est décédée très peu de temps après ma mère. Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, comme il avait fait l'objet de démarches abusives, ma mère, avant de mourir, m'avait demandé à ce qu'il soit mis sous curatelle. Donc, j'ai effectivement mis sous curatelle. Et puis, donc, il y a une association tutélaire qui le suit. Depuis cette époque-là. Alors, pendant à peu près une vingtaine d'années, ça s'est très bien passé, les relations avec la tutelle. C'était la même éducatrice qui le suivait. Donc, on avait des relations suivies, on se téléphonait, elle m'appelait. Quand elle faisait une visite, j'essayais d'être là. Enfin, les visites chez le médecin, etc. Franchement, ça s'est vraiment bien passé. Bon, au bout de 20 ans, elle a quitté le service, où elle est partie ailleurs. Et depuis cette époque-là, les relations avec la personne qui l'a succédée sont très, très difficiles. Dès le départ, ça s'est mal passé. Et en fait, je n'ai aucune relation. La première fois, parce qu'effectivement, mon frère, c'est moi qui faisais ses courses et alimentaires, et son ménage, etc. Parce que les courses, parce qu'il il refuse toujours, en fait, toute ingérence dans l'appartement. Il est très sale, hein, donc ça, c'est aussi un symptôme de personnes handicapées. Et donc, on a essayé de mettre en place des aides à domicile, etc. Il n'en voulait pas. La seule chose qui a été mise en place, c'est un portage de repas qu'il accepte. Et donc, je n'ai plus ses courses alimentaires à faire. Mais le reste, donc le ménage, etc., c'est moi qui fais tout ça et qui m'occupe, qui doit gérer tout ce qui se présente. Il faut, je sais pas, remplacer le réfrigérateur, et ben, il faut que je demande à la tutelle, je vais faire les cours, je me fais rembourser, etc. Mais je n'ai jamais eu de contact, la première fois un contact physique, depuis j'en ai pas eu du tout. Alors je suis pas venue là pour parler de dysfonctionnement, mais c'est juste pour, du coup j'avais écrit plein de choses, mais je ne les lis pas, c'est juste pour signaler que je ne connais pas en fait mes droits. Je trouve assez curieux que depuis donc presque 30 ans, enfin, j'ai jamais eu de rencontre avec la tutelle. Je suis jamais informée. Il a été, je reviens en arrière parce qu'il avait été mis d'abord sous curatelle et il a été mis sous tutelle après. Et je l'ai appris par hasard en fait. Ce qui je trouve un peu curieux, c'est que j'ai même pas été convoquée devant le juge. J'ai su qu'il avait été mis sous tutelle. Bon, ça ne me dérange pas en fait, hein, mais il est sous tutelle maintenant. Et donc, j'ai aucune relation, je ne connais pas mes droits, je sais pas comment ça fonctionne. Je trouve ça un peu... je suis assez démunie. Alors, le fait, sans doute, d'avoir vécu avec mon frère handicapé depuis la naissance, il y a plein de choses qui me paraissent normales, je pense. Parce que ça fait partie... C'est pas un événement qui est intervenu à un moment dans ma vie, en fait, hein. Voilà, donc ça, c'était le premier témoignage. Je ne vais pas être trop longue non plus. Et le deuxième témoignage, il se trouve que je suis grand-mère, donc j'ai plusieurs petits-enfants. Et depuis le mois d'octobre, j'ai une de mes petites filles qui est déscolarisée partiellement, en fait, hein. Elle a 7 ans, elle est en CE1. Et c'est une petite fille qui avait des troubles du comportement à l'école, qui veut piquer des colères assez violente, qui est assez active. Enfin bon, donc l'équipe pédagogique a décidé de la scolariser que 2 heures par jour. Donc elle va à l'école de 8h30 à 10h30 tous les matins. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait le reste de la journée? Il faut trouver quelqu'un dans la famille qui prenne en charge l'enfant. Donc bon, je suis à la retraite, je suis la grand-mère. Donc j'étais disponible pour le faire, mais ça aussi, je trouve, j'étais très surprise de me rendre compte que bon, l'école inclusive, c'est bien, mais il n'y a pas les moyens qui vont avec. Donc on se retrouve avec un enfant qui est quasiment mis à la rue. Alors je ne veux pas du tout non plus incriminer l'équipe pédagogique parce que je pense qu'elle a bien fait. Bon, il y a tout comme ça se passe, hein, toute l'équipe qui se réunit. Enfin, il y a la psychologue, il y a le médecin, etc. Bon, ils ont jugé que c'était la meilleure solution pour l'enfant pour en fait un peu
la calmer ou qu'elle retrouve un certain équilibre, de l'éloigner de l'école parce que son comportement est vraiment scolaire en fait. Hein. C'est essentiellement à l'école qu'elle a cette problématique. Bon, et voilà, c'est aussi un autre témoignage par rapport à ça. Alors, ce que je disais, le manque de moyens à l'heure actuelle en pédopsychiatrie, etc., fait que depuis le mois d'octobre, il a fallu presque 6 mois avant de pouvoir avoir des rendez-vous avec un pédopsychiatre, etc. Ma fille, qui est pourtant éducatrice spécialisée, heureusement, connaissait bien les rouages. Donc, la petite, on a réussi à obtenir une AVS, à l'école, qui est arrivée, mais qui a été mutualisée, parce qu'il y avait aussi à l'école d'autres besoins. Et en fait, elle est en congé de maladie depuis 2 mois, donc, et pas remplacée, bien entendu. Donc, tout ça montre un peu l'insuffisance de moyens dans l'école. Donc le diagnostic a été donné il y a 2 jours, là, puisqu'elle est prise en charge par Winnicott à Brest. Donc elle a des troubles de l'attention hyperactivité. Donc ça y est, là maintenant, elle va être prise en charge à partir de la rentrée prochaine. Elle va avoir un traitement médical, etc. Mais voilà, c'était un témoignage uniquement, c'était pour sensibiliser la solitude, ça que je veux dire, du soutien familial à l'heure actuelle. Pour info, on va prendre les 5 personnes vont intervenir et toutes les questions se feront à la fin. Voilà. Donc alors moi, j'assure un rôle auprès de 2 de mes fils. Depuis, le premier depuis 96. Mon fils avait alors 19 ans. Il était en déplacement dans le Jura, donc il habitait Brest. Et donc il a eu un grave accident de voiture, traumatisme crânien sévère, coma, hospitalisation à Dijon pendant 1 mois. Donc on a tout arrêté, mon mari et moi, pendant 1 mois pour être près de lui parce qu'on ne savait pas s'il allait sortir de cet épisode. Donc très vite, il a fallu constituer un dossier faire une déclaration d'assurance. À 19 ans, il n'était pas capable de toute façon de prendre ces mesures en main. Et puis coma en plus. Donc voilà, ça a démarré là. Donc ça a été la partie juridique a été très longue. Hein. On a mis 17 ans à mener à bien sa défense auprès de l'assurance. On a eu d'abord un premier avocat qui n'a pas fait son travail correctement et qui n'avait pas pris en compte toutes les séquelles qu'il allait falloir prévoir. Il y avait des séquelles qui étaient prévisibles sur le long terme et ça n'avait pas du tout été pris en compte. Donc on a été obligé de trouver de prendre un deuxième avocat. Voilà, donc il y a eu ces 17 longues années où on est le nez dedans sans arrêt de tous les problèmes. Et puis, donc, il n'a pas pu reprendre sa formation. Il se destinait à être... il voulait être éducateur. Et il n'a pas pu reprendre sa formation. Il a fini par trouver un emploi avec mon soutien. Donc il a travaillé près de 5 ans, mais n'a pas pu se maintenir dans l'emploi. Il y avait trop de difficultés, fatigabilité, problème d'humeur. Enfin, il y avait vraiment trop de problèmes. Il perd son emploi. Eh bien, là, il avait trouvé un logement, un logement autonome. Bon, perte d'emploi, plus de logement, retour à domicile épisodiquement, et puis aussi hospitalisation, parce que ça l'a beaucoup affecté de se retrouver sans projet professionnel et ne savoir quoi faire. Très isolé aussi, hein. Il n'avait plus de copains, évidemment. Les copains, au début, ils viennent à l'hôpital, et puis après, ils ne reconnaissent plus le copain qui est transformé par cet accident qu'il a, et le handicap qui le touche. Voilà, donc il y a eu ça.
Et puis, on se remettait un petit peu de toutes ces années. Et en 2014, un autre de mes fils, alors âgé de 33 ans, a fait un AVC. Et voilà, rebelote. Une amie m'avait dit un jour où j'étais pas bien avec tout l'accompagnement que j'assurais à mon fils accidenté. Je lui avais dit, j'ai 3 fils, ils sont jeunes, je peux encore connaître une histoire pareille. Elle m'avait dit, non, ça n'arrive jamais 2 fois dans la même famille. Ah si, ça arrive, je peux vous le dire. Donc voilà, on recommence à aider notre fils. Alors, les aides, j'ai oublié de dire ça pour le premier, elles sont de tout ordre. Hein. C'est un soutien moral, mais c'est aussi un soutien financier quand il ne pouvait pas payer son loyer, l'électricité, etc. Bon, alors on peut dire, il y a un travailleur social qui m'a dit un jour, mais madame, votre fils est adulte, il est temps de le laisser vivre sa vie. Vivre sa vie, comment ? C'est le laisser finir à la rue, c'est ça. Hein. S'il n'a plus de logement, plus de quoi se nourrir correctement, se soigner, c'est comme ça que ça finit. Donc, alors ce que je veux dire quand même, ce que je veux dire aussi, alors pour mon deuxième fils, là, victime de l'AVC, il a mis plusieurs années à pouvoir trouver un psychologue et un psychiatre, hein, malgré toutes ces démarches. Soit ils ne sont pas disponibles, il y a des listes d'attente interminables. Et en plus, il faut trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne, où on sent une écoute. Il avait vraiment besoin qu'on lui explique pourquoi il avait eu cet AVC, puisque c'est un AVC qui est survenu suite à une malformation congénitale. Donc, il ne savait pas qu'il portait cette anomalie au cerveau, et moi qui l'ai mis au monde non plus. Voilà, donc comment ça s'est un peu amélioré ? Eh bien, je peux dire que c'est avec le soutien de l'association, l'AFTC 29, qui est l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés. Et aussi bien pour mon fils accidenté que pour le second, je peux dire que cette association m'a beaucoup aidée et les a aussi beaucoup aidés par la même occasion, parce qu'elle est très, très documentée sur tous les dispositifs d'aide qui existent. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce que je ne voulais pas oublier de vous dire d'autre par rapport à ça ? Oui, donc c'est de l'information avec cette association sur toutes les structures spécialisées, mais c'est aussi un soutien moral aussi, puisqu'en rencontrant les autres familles, on s'enrichit aussi de ce que les autres ont mis en place pour répondre aux besoins de ces enfants. Ce que moi j'ai trouvé toujours très, très dur, c'est effectivement de m'occuper. Donc, en m'occupant d'un adulte, on a toujours à nous revenir, laisse-le un peu tranquille, il va se débrouiller tout seul. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et voilà. Donc, je crois que j'ai un peu trop parlé. Je finis quand même par dire que je m'occupe aussi de ma mère, qui a 97 ans, qui vit dans sa maison et souffre d'un handicap lié à sa vieillesse. Voilà. Alors, pour tenir le coup, comment je fais ? Eh ben, j'ai arrêté mon activité professionnelle avant d'atteindre l'âge de la retraite, hein, épuisée par tout l'investissement que j'avais auprès de mon premier fils surtout. Et donc, maintenant, je pratique des activités d'art créatif, et c'est ça qui me donne du souffle pour continuer à les soutenir. Voilà. Bon, j'ai dû oublier des trucs. Du coup, maintenant, nous passons la parole à Nolwenn et Gabriel. On cherchait la souris tout à l'heure. On attend le PowerPoint. Alors, père, ce serait mieux comme ça. On peut peut-être commencer, oui.
En attendant, on commence. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Nolwenn Trollès. Je suis... Ah oui, il faut que je parle dans le micro. Je suis psychologue, neuropsychologue. Donc, je travaille dans un centre de rééducation à Rennes et je m'occupe donc de patients cérébrolésés. Donc, on a déjà eu du coup des témoignages de proches. Et je suis aussi enseignante et chercheuse à l'université de Rennes 2. Et je suis aussi membre de la FTC 35, puisqu'on vient de Rennes. Et Gabrielle Jarrier, je vis aussi à Rennes. Je suis aidante de ma sœur qui, elle, vit dans le Finistère. J'ai l'habilitation familiale pour faire un lien avec l'intervention de tout à l'heure. Et donc, ce qui nous lie, Nolwenn et moi, on se retrouve là parce qu'on est amis et que ça fait des années qu'on partage des questionnements autour du handicap, des handicaps. Et donc, merci d'abord aux organisateurs et surtout aux organisatrices, j'ai l'impression, qui permettent ces journées. Donc, on va vous parler notamment de ma sœur Julie, qui est au courant, qui ne peut pas être là pour des raisons liées au handicap, mais qui est au courant qu'on est là, qui est d'accord qu'on parle d'elle, et qui va même un petit peu intervenir pendant cette présentation. Et je vais essayer de ne pas parler à sa place, même si c'est très dur, et je vais essayer aussi d'éviter d'être dans la domination ou le validisme. Et j'espère que aussi on va froisser personne avec ce qu'on va dire. Moi, je suis novice, enfin, je veux dire par rapport aux interventions aussi des chercheurs et tout ça. Peut-être j'utiliserai pas les bons mots ou les bonnes notions, et je m'en excuse d'avance. Alors voilà, Julie, il y a 7 ans, après des années de maux de tête et des symptômes de fatigue, et puis l'apparition d'une aphasie transitoire qui est apparue brutalement, ça va nécessiter un passage aux urgences. Les médecins, donc après évidemment analyse et imagerie, découvrent une tumeur cérébrale. Julie a alors 39 ans, elle est enceinte de 7 mois, de son 2e enfant. Il y a une césarienne qui va être réalisée en urgence, puis dans la foulée, l'exérèse de sa tumeur cérébrale en neurochirurgie. Et suite à l'opération, quelques heures plus tard, elle va faire un AVC ischémique. Donc moi, je suis plutôt là pour parler un peu de la lésion cérébrale. Donc voilà, qu'est-ce qu'une lésion cérébrale acquise ? C'est tout simplement une atteinte du cerveau qui est provoquée donc, par une maladie ou un accident. Les causes les plus fréquentes, c'est l'accident vasculaire cérébral, le traumatisme crânien. Il y a aussi les tumeurs cérébrales et l'anoxie, donc le manque d'oxygène au cerveau. Et les conséquences, donc on va essayer d'en parler aussi, donc vont être complexes, variées, et ce qui est et ce qui rend particulier la lésion cérébrale acquise, ça renvoie aussi au témoignage qu'on vient d'entendre, c'est que parfois les troubles sont invisibles. En termes d'épidémiologie, on estime à 155 000 traumas crâniens par an en France, avec 3 000 à 5 000 TCI sévères. Les causes sont le plus souvent l'accident de la voie publique, l'accident de la route, les chutes, l'agression et les accidents du travail. Et en termes de représentation dans la population, on a un pic chez les enfants plutôt jeunes, liés aux chutes. Les jeunes adultes, liés notamment aux accidents de la voie publique, et les personnes âgées, plutôt aussi sur les chutes. Et le profil est plutôt masculin, je crois que c'est 3 hommes pour une femme. Concernant les AVC, on a 140 000 AVC en France par an, 40 000 personnes qui en décéderont. Et c'est la première cause de handicap acquis en France. Première cause de mortalité chez la femme, 3e chez l'homme. Et on estime à peu près à 60% les nombres de personnes qui vont garder des séquelles qui vont être évidemment plus ou moins importantes. Donc dans la lésion cérébrale, moi je vais essayer de vous brosser effectivement les conséquences de la lésion cérébrale. L'idée, ça va être de rester sur la situation de Julie pour être plus clair et puis pour plus de clarté dans les propos. Donc parmi les conséquences motrices et neurologiques ou sensorielles, en fait aujourd'hui, Julie souffre de céphalée. Des maux de tête. Elle a une hémiplégie droite. Donc une paralysie de la moitié de son corps, et puis une épilepsie qui est non stabilisée, donc avec des crises épileptiques qui peuvent arriver de façon inopinée. Parmi les troubles et les conséquences d'un trauma crânien, d'une lésion cérébrale acquise, on a les conséquences cognitives qui vont être au premier plan. Donc concernant Julie, on a une atteinte
importante au niveau du langage. Elle souffre d'une aphasie importante où elle n'est en mesure de dire que quelques mots, oui, non, bonjour, merci, au revoir. La compréhension est aussi difficile. Elle peut comprendre des phrases simples. Et c'est la même chose à l'écrit. Elle peut écrire quelques mots et comprendre quelques mots. Ça va être un handicap évidemment majeur pour l'ensemble des propos. Il y a aussi les difficultés de mémoire, c'est-à-dire qu'elle a du mal à enregistrer des souvenirs à long terme, des nouveaux souvenirs. Des difficultés en attention, concentration, c'est-à-dire qu'elle va avoir des difficultés à rester longtemps sur une tâche. Et là, on pense par exemple aux entretiens médicaux, sociaux qu'elle peut avoir. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui sont le chef d'orchestre de tout l'ensemble des processus cognitifs qu'on met en route quand on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, dans des activités non routinières. Et parmi ces fonctions exécutives, on a la capacité d'inhibition. Donc, Julie peut avoir des difficultés à réfréner certains comportements un peu automatiques. Elle peut avoir aussi des difficultés en flexibilité mentale, c'est-à-dire de changer de point de vue. Donc, elle va être têtue, mais c'est pas vraiment être têtue en fait. Donc voilà, ou accepter le point de vue de quelqu'un d'autre. Et puis il y a aussi, par exemple, dans les fonctions exécutives, non, j'ai fait le tour des fonctions. Non, tout ce qui va être planification, c'est-à-dire le fait de pouvoir se projeter, donc le fait de refaire une recette de cuisine tout simplement, mais ça peut être aussi ce que je fais demain et puis ce que je vais faire même dans 10 ans. Et puis parmi les conséquences cognitives, il y a aussi ce qu'on appelle la cognition sociale. Alors là, c'est un gros thème dans lequel on parle de nos capacités en fait à rentrer en relation avec l'autre. Donc ça va être tout ce qui va être compréhension de nos émotions, de l'émotion de l'autre, compréhension aussi des situations sociales dans lesquelles la communication et le langage va être aussi important. Évidemment, c'est en lien. Et puis évidemment, quand on a des difficultés dans la cognition sociale et l'interprétation des situations sociales, ça peut générer des troubles du comportement. Et puis j'ai parlé, vous avez vu en noir, de l'anosognosie qui est à mon avis le trouble qui est le plus spécifique de la lésion cérébrale acquise et qui nous met bien en difficulté nous les professionnels et vous les proches, c'est le fait de ne pas se rendre compte de ces difficultés. Ce n'est pas une question de déni, c'est vraiment le trouble neurologique qui fait que la personne ne se rend pas compte de ces difficultés, donc ne peut pas être accessible à ses besoins et ne peut pas mettre non plus en place d'imaginer, enfin voilà, ces projets peuvent être irréalistes puisqu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle n'est plus en mesure de faire. Je vais essayer de passer assez vite parce que je prends du temps. Sur les conséquences pour Julie aujourd'hui, on a des conséquences aussi psychoaffectives, c'est-à-dire qu'elle va avoir des humeurs en dents de scie, elle souffre de dépression avec un traitement antidépresseur, des suivis neuropsychopsychiatres. Au niveau de la famille, eh bien, elle s'est séparée de son couple. Il y a évidemment eu aussi des bouleversements de rôle, le rôle de mère. On en reviendra largement sur le sujet puisque les filles vivent aujourd'hui chez leur père. Et évidemment des proches, mères et sœurs, qui sont devenues aujourd'hui ses aidantes. Au niveau social, bien, je rejoins sur l'isolement social, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a les amis en partie sont partis. La conduite automobile est impossible et puis il lui faut une aide nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, pour les courses, le ménage, le repas, la gestion des médicaments et puis pour tout ce qui est budget et tâches administratives. Et puis au niveau professionnel, elle a perdu son emploi pour inaptitude, donc ses ressources. On a fait une visio avec Julie pour la questionner justement sur sa place, sur son sentiment d'accès à ses droits. Et puis donc on vous propose 2 extraits. Julie, elle pourrait, sans toi ou ta maman, faire les dossiers juste avec le SAMSA? Non, Ouais. Pour exprimer tes souhaits. Il faut que ta maman ou ta sœur soit là, Julie. C'est ça. La vie. Mais parce que du coup, toi, cette situation qui te met aussi quand même du coup très dépendante de ta sœur et de ta maman, est-ce que alors, si je pose la question, tu peux dire oui, non, c'est pas facile, mais tu as le droit aux moyens du coup. Tu peux faire comme ça. Est-ce que comment c'est pour toi? C'est dur? C'est difficile? Non. Nolwenn demande comment tu vis les choses, toi? T'es frustrée? Oui. Bah oui. Bah oui.
Est-ce que dans ta tête, ça marche? Oui. Oui. Alors, du coup, on a essayé de faire une route sur l'accès aux droits et donc, voilà, essayer de mettre en perspective un peu les choses. On s'est dit que dans une situation ordinaire, si on peut considérer qu'il en existe, donc la situation, enfin, les personnes en situation de handicap vont il va y avoir différentes étapes. La première, ça va être d'identifier les besoins. Et là, ça se fait plutôt avec donc, la personne, Julie, son entourage, les professionnels soignants. Et puis, rapidement, on voit qu'il y a des freins qui vont se mettre en place, puisque Julie, comme je vous ai dit, est anosognosique, c'est-à-dire ne se rend pas compte de sa difficulté. Elle est aphasique, donc elle ne peut pas les exprimer. Donc là, on a quand même déjà 2 freins majeurs pour l'identification des besoins. Donc on voit qu'il y a déjà quelque chose qui va être problématique. Ensuite, il y a la connaissance de ses droits. Voilà, je vous rejoins. Donc là, c'est plutôt les assistantes sociales de tous les dispositifs qui existent. Mais de la même manière, Julie, avec ses difficultés de fatigue, d'attention, ne peut pas tenir un entretien d'1 heure avec les assistantes sociales. Avec l'aphasie, peut évidemment pas comprendre tout ce qui est dit. Et puis, quand il s'agit ensuite de compléter les dossiers, de coordonner les interventions, les services, là, on est face à une difficulté majeure avec les troubles cognitifs, exécutifs, aphasiques. Là, Julie se retrouve dans des situations où elle ne peut pas en fait être elle ne peut pas être l'intermédiaire entre les différents interlocuteurs. Donc, il y a forcément l'intervention de l'aidant dans quelques situations qu'il se passe. Donc, c'est aussi ça génère aussi des quiproquos qui sont assez forts et évidemment une frustration qui est importante. C'est OK. Donc, on va illustrer cette question ah non, le suspense, de l'accès aux droits avec trois exemples. Un premier sur la gestion administrative. Donc, dire déjà que pour que Julie, elle soit le plus actrice possible de tout ça, on a dû se former avec ma mère notamment, avec des orthophonistes pour comprendre autant que faire se peut ce qu'est l'aphasie et pour entrer le plus facilement possible en communication avec Julie. Et donc, voilà, c'est une liste déjà grosse mais non exhaustive des tâches administratives qui du coup m'incombent à moi depuis cette année. Alors bien sûr, pas seule, j'ai le soutien de plein de professionnels autour de nous. Alors, c'est un peu à double tranchant parce que ces professionnels, ils sont nombreux et ça, c'est super, mais il faut les coordonner. Et ça, c'est moins super. Et aussi, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand ma sœur a fait son AVC, on ne savait pas tout ce qu'il fallait faire. Hein, on apprend petit à petit, mais des fois, on a aussi des infos contradictoires ou des choses qu'on ne comprend pas quand on n'est pas professionnel de tout ça. Et puis aussi, ces professionnels, notamment le SAMSA, ils peuvent expliquer, mais ils ne font pas pour nous, ce que je déplore. En soi, qui n'est pas un service public pour faire pour nous. Et donc, un exemple par rapport à l'aphasie, c'est un recours à l'assurance maladie qu'on a fait. C'est-à-dire que Julie avait été classée dans une mauvaise catégorie d'invalidité puisqu'elle a vu un médecin, donc un médecin conseil de l'assurance maladie qui, une fois fini la rééducation, l'avait vu. Un entretien de 5-10 minutes. Julie était accompagnée d'un proche, mais qui n'avait pas le droit de parler. Et quand on lui a demandé si elle pouvait être autonome et faire seule les actes de la vie quotidienne, elle a dit oui à tout. Alors elle a dit oui à tout, pourquoi ? Parce qu'elle peut-être elle n'a pas compris, peut-être la nosognosie dont parlait Nolwenn, l'inconscience de ses troubles, ou peut-être aussi parce que c'est dur de dire qu'on n'est pas autonome et qu'on veut bien faire, quoi. Et donc résultat, elle a été classée dans une catégorie d'invalidité qui lui a pas permis pendant plusieurs années d'avoir accès à certaines prestations et aurait pu, c'est pas le cas parce qu'elle a d'autres ressources, mais aurait pu aussi la précariser grandement. Et 4 ans après, un autre médecin l'a reçue pendant 2 heures et je l'ai accompagnée. Et là, il a dit, mais bien sûr qu'elle doit être dans la catégorie 3 et avoir une majoration tierce personne. Mais voilà, c'est un exemple où l'aphasie fait que les gens s'éloignent de leurs droits potentiels.
Un second exemple, celui de la parentalité, qui est le plus prégnant, je pense, dans la vie de Julie, mais aussi dans la vie de ses proches. Eh bien, donc Julie, comme Nolwenn l'a dit, elle est séparée du père de ses enfants. C'est aussi les troubles qui ont fait qu'elle n'a pas pu vivre avec 2 enfants en bas âge. Et elle vit seule à 30 minutes de chez ses enfants. Et la fatigabilité, la gestion matérielle du quotidien, le fait de ne pas pouvoir s'adresser directement et facilement à ses enfants, et aussi l'épilepsie, fait que tout ça fait qu'elle a besoin d'un tiers pour voir ses enfants. Ce tiers, c'est 1 fois par semaine une travailleuse familiale du département, et un week-end par mois, une partie des vacances scolaires, c'est moi. Et ces enfants, on les voit chez ma mère, puisque chez ma sœur, c'est trop petit. Et donc, depuis qu'on fait ça, il y a beaucoup de questions sur la place de chacun qui se posent. Donc pour Julie, déjà, comment on fait pour être mère quand on ne peut pas faire part de ses choix éducatifs, quand on ne peut pas les expliquer, quand on voit ses enfants accompagnés de sa propre mère et de sa sœur, qui, elles, parlent et qui potentiellement prennent trop de place. Et voilà, qu'il y a des tiers qui ont l'usage de la parole. Pour les enfants, comment on s'adapte au handicap, aux fluctuations aussi de sa maman, et comment on identifie qui sont les adultes référents, quand les autres sont parlants, encore une fois. Pour le papa, comment on accepte d'inclure des tiers dans la relation avec son coparent, parce que quand on fait des enfants avec quelqu'un, on ne se dit pas, peut-être demain la personne fera un AVC et je devrais gérer avec sa mère et sa sœur. Donc c'est dur aussi pour lui. Et pour ma mère et moi, comment on accompagne ma sœur sans prendre trop de place. Donc ça ne marche pas. Voilà, aujourd'hui, après des années de conflit avec le papa, avec beaucoup de tentatives de s'entendre, une médiation familiale. On est en ce moment en attente du retour d'une audience chez un juge des affaires familiales pour qu'il y ait un tiers en fait qui vienne trancher cette situation familiale qui est clairement hors norme. Et nous-mêmes, si on est persuadé que Julie doit avoir sa place et avoir accès à ses droits, on n'est pas toujours sûr de bien faire. Et dans cette procédure judiciaire, les conclusions des avocats des 2 parties montrent bien ces questions de place et les problématiques, puisque le papa et son entourage disent que l'aidante, donc moi, que je prends beaucoup trop de place dans la vie des enfants et que je ne dois pas me substituer à la mère. Et ils déplorent que j'ai une présence aussi forte dans la vie des enfants. Et dans les conclusions de l'avocate de ma sœur et moi, on dit, bah oui, mais Julie, elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas avoir accès à ses droits de mère seule, donc c'est comme ça, en attendant qu'un accompagnement public soit possible. Et donc, sur cet exemple-là, c'est vraiment prégnant parce que voilà, une mère doit voir ses enfants. C'est la norme et c'est aussi le désir de Julie, ça, elle l'exprime très très fort. Mais nous, pour qu'elle ait accès à ces droits-là, on se bat très très fort, mais elle dit souvent que les conflits, elle comprend pas tout, elle a des céphalées, elle est fatiguée, et tout ça, ça l'ennuie, et elle veut juste de la sérénité. Et donc, c'est les adultes valides qui, en gros, se font la guerre, mais se font la guerre, c'est trop fort, hein. Mais voilà, on n'est pas sûr, en voulant l'aider à avoir accès à ses droits, de pas quelque part outrepasser son désir auquel on a difficilement accès. Et je vois que j'ai trop parlé. Donc, on passe sur cet exemple-là, qui est juste la question de l'occupationnel. C'est le planning de la semaine de Julie avec des rendez-vous médicaux et tout ça. Et donc, voilà, on est très large. Juste dire que toutes ces activités-là, il faut encore une fois les mettre en place, les coordonner, que quand il y a des imprévus, Julie, elle ne peut pas parler, donc c'est encore un endroit où elle ne peut pas faire part de ses envies et être autonome pour le gérer. Nolwenn. Alors la conclusion, en fait, c'est que d'avoir préparé cette présentation, ça nous a fait réfléchir. Voilà, sur le rôle effectivement de chacun. L'idée effectivement, c'est que les professionnels et les aidants ont le même objectif, c'est de faire respecter de respecter la personne en situation de handicap dans son autodétermination, dans ses choix, dans ses envies, dans ses limites.
Et du coup, la question pour les professionnels, c'est comment on peut faire respecter justement ces choix chez la personne notamment non communicante, et puis surtout aussi comment aider l'aidant à trouver sa place et pour éviter son épuisement, puisque souvent j'entends Gabrielle dire il faut on me dit de me préserver, mais en fait il y a pas, enfin il n'existe rien en fait pour me préserver. Voilà, donc on se disait voilà, avoir des dispositifs, être formé aussi effectivement, prendre le temps. J'ai l'impression que c'est aussi une des solutions qui peut être assez entendue. Et puis pour les aidants, ben c'est osciller entre la question entre l'aide que je vais apporter à la personne de sa famille et puis le respect de soi aussi dans se respecter soi-même, dans sa fatigue, dans ses envies, dans ses besoins, et comment on peut réussir à faire tout ça, enfin à ménager tout ça. Et puis, voilà, là aussi, plus largement, se dire aussi comment faire préserver ces relations de sœurs ici, ou de proches plus généralement, comment conserver une relation, et comment concrètement trouver aussi le temps d'être autre chose qu'un aidant, enfin d'être à sa juste place de sœur ou d'aidant, et de faire autre chose que de l'administratif ou de la gestion du quotidien. Et puis aussi de dire aussi, enfin voilà, pendant la présentation, on aussi se rappeler que faut pas oublier que la situation là de handicap, c'est Julie qui la vit, et que voilà, c'est tout. Maintenant, nous donnons la parole à Benoît Hérault. C'est bon? Ok. Ok, on fait ensemble. Ça marche. Je vais parler d'une histoire familiale, contrairement à ce qui vient d'être dit. C'est bien de passer après vous. C'est pas des. J'ai l'autorisation de personne. J'ai pas l'autorisation des gens de ma famille. Donc c'est une histoire que j'ai déjà racontée en nom d'emprunt. Et donc je raconte en nom d'emprunt d'abord parce que j'ai pas demandé les autorisations, j'ai pas ces autorisations, et j'arrive pas à les demander. J'arrive pas à les demander. On n'en est pas là. Je sais pas si un jour on en sera là, mais en tout cas dans la configuration familiale, j'ai pas réussi à les demander. Pour autant, je trouve important de mettre au travail des expériences personnelles, des expériences familiales, parce que ça fait partie un petit peu de l'ADN de la démarche Cap Droit. Hein. Lors des premières conf Cap, on disait que c'était important à la fois d'accompagner vers l'expertise ceux dont on a l'habitude de ne faire parler qu'au nom de leur expérience, et puis de faire surgir l'expérience de ceux qu'on entend qu'au nom de leur expertise. Hein, et que dans cette expérience-là, il y a aussi beaucoup des orientations de leur expertise qui sont présentes et qui sont souvent cachées. Alors, je pense qu'il y a cette dimension importante de faire ressortir aussi l'expérience des experts. Alors, pas simplement aussi parce que, je ne sais pas, depuis quand même quelques temps, dans les réflexions des sciences sociales sur les théories situées, dont l'importance des savoirs situés est forte. Aussi parce que je pense que l'autopositionnement du chercheur est indispensable pour accompagner le type d'analyse critique affirmative qu'il peut développer. Et donc, à un moment donné,
comprendre, donc participer à un autopositionnement, c'est aussi s'ancrer dans des raisons plus ou moins objectives qui le justifient ou qui peuvent expliquer l'autopositionnement. Alors, cette expérience que je vais raconter, elle est pleinement en lien avec l'enjeu de l'article 12 de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, à savoir la question de la prise de décision substitutive, disons de l'abolition des systèmes légaux de prise de décision substitutive et d'alternatives, comment mettre en œuvre de la prise de décision accompagnée, puisque c'est une situation dans laquelle donc un membre de ma fratrie, que je vais appeler le grand frère, est hospitalisé sous contrainte, et j'en donnerai un petit peu les éléments, mais va à un moment donné demander assez instamment de faire cesser cette hospitalisation contrainte et donc faire cesser un cadre substitutif de décision sur lui qu'il considère comme insupportable. Donc ce type de réflexion entre bien sûr pleinement en résonance avec l'orientation de la CIDPH. Alors, constater d'une part que oui, le droit positif français ne s'inscrit pas dans les orientations du droit international des droits humains pour des raisons tout à fait défendables, mais en tout cas qu'il y a bien en tension d'un côté des orientations normatives qui disent il faut écouter les personnes dans leur volonté et préférence, donc ce qui est proposé par le droit international des droits humains, et de l'autre, une vision plus classique qui est de dire non, il faut permettre aux personnes de défendre leur intérêt, Et donc, dans le cas de figure, ça se traduit sans doute par une opposition entre au moins deux types de droits, quelque chose qui peut-être se décrit comme un accès aux soins, à la santé, comme un droit, et puis de l'autre, reconnaître la liberté d'aller et venir, accès à sa liberté d'aller et venir comme droit. Donc, ces enjeux-là, ils se vivent donc dans un contexte familial, et je vais essayer d'y revenir. D'abord, d'un point de vue méthodologique, en fait, en reprenant une quarantaine d'emails qui se sont échangés entre plusieurs membres de cette famille, et puis d'ailleurs un ami, une quarantaine d'emails qui sont une manière d'avoir une trace externe, on va dire, pas simplement subjective. Et puis, bien sûr, de la reprendre de manière un peu subjective, mais aussi avec des outils analytiques, sociologiques, pour éclairer rapidement trois enjeux. Quelle est la place des proches pour le droit, On l'a vu tout à l'heure, que ce n'était pas une place évidente. Gilles nous disait que la famille n'existe pas pour le droit. Bon, en tout cas, il y a un embarras, j'y reviendrai. La place du droit dans une situation donc, qu'on peut dire de crise, de prise de décision substitutive. On peut dire que souvent, la prise de décision substitutive, pas toujours tout le temps, mais c'est aussi c'est une modalité de régulation en temps de crise. Et puis, essayer d'éclairer la question en fait, qu'est-ce qui, peut-être pas simplement des conflits de droit, mais aussi des conflits de valeurs à l'œuvre dans la vie du droit, dans la manière dont on concrétise, on fait usage, on s'approprie le droit, mais en fait, c'est jamais des appropriations mécaniques, c'est aussi toujours des appropriations qui s'inscrivent dans des orientations sans doute un peu en valeur. Alors, trois petites séquences pour décrire donc la situation. Un premier temps de cadrage de cette demande qui surgit du grand frère qui est hospitalisé. Je vais dire deux mots de ça. Quelques mots de la recherche d'une convergence dans le milieu familial, et puis quelques mots d'une décision, d'une
d'une initiative personnelle. Et puis, je dirais quelques mots un peu conclusifs. Donc, première petite séquence. Donc, c'est quoi la scène ? C'est quoi la scène ? C'est une hospitalisation contrainte, donc parce que le grand frère a eu, alors je ne sais pas quel mot utiliser maintenant, a eu un épisode délirant, pour parler comme des médecins, c'est-à-dire qu'il a été retrouvé sur son lieu de travail avec des produits inflammables pour chasser quelques personnages ressentis comme des démons qui mettaient à mal d'autres personnages duquel il se sentait proche. Donc le gardien appelle la police l'emmenote et l'emmène à l'hôpital pour des raisons qui n'ont jamais été explicitées, qui ne sont pas explicitées dans la situation. L'hôpital décide de faire une hospitalisation à la demande d'un tiers et pas une hospitalisation d'office, pour reprendre un peu les termes anciens. Demande à un membre de la famille s'il souhaite signer. Aucun membre de la famille ne souhaite signer, donc le grand frère est hospitalisé en modalité de péril imminent qui existe donc depuis la loi de 2011. Donc en modalité de péril imminent, il est informé de ses droits, à savoir qu'au bout d'une dizaine de jours, il pourra passer devant un juge qui prononcera ou non la poursuite de cette hospitalisation. Donc au bout de 2 jours, il passe devant le juge et il s'étonne, déçu de la décision de maintien en hospitalisation du juge. Il s'étonne auprès de son soignant, du personnel psychiatrique, d'un psychiatre, qui l'informe que s'il le souhaite, il peut demander à un membre de sa famille de demander la levée d'hospitalisation. Donc une hospitalisation vécue jusqu'alors sous un mode patient devient absolument insupportable à partir du moment donné que l'information est donnée qu'un membre de la famille pourrait lever cette mesure. Alors, ça fait surgir, bien sûr, d'abord une instance très pressante auprès du petit frère, auprès de la mère, un petit peu auprès d'autres personnages de la famille, et ça fait surgir une incertitude juridique. Ah bon ? Il n'y a aucun membre de la famille qui a demandé l'hospitalisation, mais un membre de la famille pourrait la lever. Donc, il y a une enquête sur ce qu'est véritablement le droit. La grande sœur, elle-même médecin, cherche des informations auprès d'autres médecins, dénie la possibilité de ce droit de lever. Dénie, le mot est trop fort, mais en tout cas, il y a une dispute, une petite controverse. On n'arrive pas à trouver l'information légale, alors que la famille n'a pas fait la demande, pourquoi un membre de la famille pourrait la lever. Donc il y a d'abord ce questionnement intéressant sur la manière d'être informé de ses droits et est-ce qu'il faut toujours un expert juridique derrière tout enjeu situationnel. On va spontanément se tourner vers le médecin ne donne pas forcément la bonne information, on va se tourner vers d'autres professionnels qui n'ont pas forcément la bonne information. En tout cas, on voit bien que l'accès à l'information juridique est déjà complexe en elle-même. Alors, la motivation de la grande sœur de ne pas faciliter d'accepter la demande de levée s'appuie, je reprends ces termes, sur le fait qu'il y a des risques, il y a des risques de harcèlement sur les autres membres de la famille et sur les parents si l'hospitalisation devait être levée. Et donc pour prévenir ces risques et donc pour empêcher le harcèlement décrit comme harcèlement moral, la grande sœur, pour protéger notamment ses parents, est très peu désirante d'accepter la demande du grand frère. Alors le petit frère est plutôt sur une position divergente. Il restitue un petit peu ce qui s'est passé devant le juge où il était présent, et puis il indique qu'il lui sera difficile d'accéder dans les prochains jours à la demande,
considérant que l'enfermement observé était trop dégradant et pas suffisamment justifié, puisque la mise en danger initialement évoquée pour l'hospitalisation n'était plus présente. Hein. Donc il y a à la fois des inquiétudes morales partagées des proches, disons partagées, des inquiétudes morales de la grande sœur, du petit frère, mais des inquiétudes morales qui insistent sur des dimensions un petit peu différentes qui divergent. Hein. Alors, suite à ce cadrage de la situation, il y a une tentative on va dire, d'alliance thérapeutique avec donc l'équipe médicale, sans doute d'alliance aussi au sein de la famille. Hein. Il y a plusieurs frères et sœurs, il y a des parents, il y a des proches. Bon, il y a une tentative d'alliance dans lequel le grand frère n'est pas présent. Hein. Il n'est pas inclus dans les mails, combien même il pourrait avoir accès à ces mails. En tout cas, on parle de lui sans qu'il soit présent. Et on cherche à gagner du temps, en tout cas à savoir comment une décision doit être prise par rapport à cette demande. Il y a une tentative d'alliance, donc à la fois avec les médecins et à la fois au sein de la famille. Alors, cette tentative d'alliance échoue pour différentes raisons. D'une part, parce que de fait, le lien entre l'équipe médicale et la famille se dégrade en raison du fait qu'il y aurait des demandes trop régulières de la part de la famille vis-à-vis du médecin qui ne peut pas répondre, et puis qui considère que la prise de position de certains membres de la famille qui évoquent cette levée possible d'hospitalisation serait irresponsable. Hein. Donc face à cette rupture de l'alliance thérapeutique, le petit frère est ne peut pas attendre un jour de plus et donc prend la décision de manière personnelle, individuelle et non plus collective, hein, d'aller faire la demande de lever la mesure d'hospitalisation en mobilisant pour autant un certain nombre de techniques hein, qu'il connaît notamment parce qu'il travaille un petit peu sur ces sujets, qu'il a pu discuter avec ses proches, de dire il y a peut-être une formalisation, des anticipations, une planification formelle, écrite, qui peuvent être négociées avec le grand frère avant de demander la levée. Alors, il part avec cette idée en tête et se retrouve pris entre, d'une part, une équipe psychiatrique qui est contre cette décision, mais qui indique qu'il faut la prendre avant 19h. Hein, le moment, il doit être 18h30 ou 18h40, l'hôpital fermant à 19h, et renouvelant l'accusation d'irresponsabilité, et puis un grand frère refusant absolument toute entrée en négociation, qui souhaite simplement la levée de la mesure, mais pas s'engager, discuter, négocier des plans, formaliser des engagements auxquels il ne tient absolument pas. Hein. Donc, de manière intéressante, c'est des membres de l'équipe soignante qui... eux, visiblement, n'ont pas les mêmes règles de fermeture de l'hôpital, qui viennent faire médiation entre les deux frères, hein, pour permettre une négociation de se faire. Hein, donc, de se faire. Le professionnel, là, entre cette fois en médiation et permet progressivement à un document de se formaliser, de se négocier, et finalement d'être signé, permettant au petit frère à son tour, signer la levée d'hospitalisation. Alors, tous les points n'ont pas été formalisés, hein, en tout cas pas adoptés dans la négociation, mais celui de ne pas vivre chez les parents, par exemple, de ne pas retourner vivre chez lui ou chez les parents, est l'une des conditions, hein, de la levée. Alors, que dire pour mettre en perspective un petit peu cette séquence, hein. D'abord, sur la place
la place des proches pour le droit. Alors, de manière intéressante, juste se rappeler que l'histoire de l'hospitalisation contrainte est vieille, je pense que beaucoup la connaissent, mais elle était d'abord appelée hospitalisation volontaire en 1838, le volontaire signifiant qu'un proche voulait, exprimait sa volonté pour la personne à hospitaliser, c'est-à-dire que la volonté de la personne à hospitaliser n'existait pas, mais on n'écoutait que la volonté du proche. Alors, en 1990, il y a eu des premières hospitalisations libres qui sont apparues informellement au cours du XXe siècle, qui ont été formalisées en 1990, où apparaît l'hospitalisation sur la demande d'un tiers, où on identifie le tiers en fait pour ce qu'il constitue, donc non pas la volonté même de la personne, mais bien un tiers vis-à-vis de la personne. Et pour finalement faire disparaître ce tiers dans la possibilité du péril imminent, puisque là, il n'y a plus besoin de tiers pour signer, mais on le fait réapparaître. Est-ce que c'est une erreur, un oubli du législateur? Est-ce que c'est une volonté bien réelle de dire non, c'est important que pour préserver la liberté, un proche puisse lever l'hospitalisation? En tout cas, il y a cette disposition un petit peu paradoxale qui permet donc à un proche qui n'a pas signé de faire cette demande de levée et qui souligne quand même une certaine forme de réflexion, disons, d'embarras du législateur, d'embarras des professionnels, ces proches qu'il faut à la fois mettre un petit peu à distance quand ils peuvent être trop demandeurs, auxquels on donne du pouvoir, mais quand même pas trop, mais quand même si on leur donne du pouvoir. Disons, on sent bien que le droit est effectivement assez ennuyé sur la place à donner aux proches dans un contexte où précisément le droit est aussi sensible, pas simplement à la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, mais à l'autonomie des patients et plus généralement au respect des préférences individuelles. Donc, premier constat fort quand même, effectivement, une difficulté de comprendre c'est quoi le pouvoir que le droit attribue aux proches dans le contexte, en tout cas, notamment psychiatrique. Deuxième élément un petit peu de mise en perspective, la place du droit dans une situation de crise. Alors, de manière intéressante, on voit qu'effectivement que pour beaucoup des acteurs, là, c'est pas le droit positif, il n'y a pas un avocat derrière chaque acteur. Il y a chacun qui utilise de l'autorité de sa position, et bien souvent de sa position professionnelle, pour dire que ce qu'il pense du droit est le droit. Et donc, essaye de passer, de faire des passages en force sur ce qu'est le droit pour dire, bah oui, c'est possible, c'est pas possible. Et il y a besoin, de manière intéressante, d'une enquête un petit peu, non pas contradictoire, mais en tout cas d'une information, si, quand même un petit peu contradictoire. Ah oui, non, tu penses ça, non, etc. Et donc d'opposer à des usages assez arbitraires du droit, une discussion sur qu'est-ce que dit le texte, qu'est-ce que dit le texte de loi. C'est pas toujours si facile d'accéder à ce que dit le texte de droit. Dire également que le lien entre proches et professionnels est peu pensé aussi. Ouais, je vais faire 2 minutes. Okay. Et peut penser dans cette collaboration. On voit bien qu'une fois que l'alliance thérapeutique rompt, c'est. Alors tout à l'heure vous disiez c'est la guerre ou je sais plus. Bon, en tout cas c'est un peu frontal. Non, il y a d'autres acteurs qui reviennent faire de la médiation. Tout ça est un peu informel et jamais de lieu de reprise. Pas de lieu de reprise où il y aurait et des professionnels et des proches qui viennent discuter en fait de qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé là, quelles incompréhensions, qu'est-ce qui s'est passé à la fois en termes de soins et en termes de respect des droits. On n'articule jamais des proches et des professionnels dans une interprétation conjointe d'une reprise de ce qu'est le droit. Alors, troisième point, et peut-être je terminerai là-dessus, la place de ce qui importe, pour parler finalement des droits humains. On voit bien que les orientations
les orientations prises. Alors, avant ça, dire que les orientations prises, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans un souci, dans une inquiétude morale, qui va, suivant les circonstances, se porter plutôt sur la préservation des parents, plutôt sur la préservation de la dignité du grand frère, etc. En tout cas, le cadrage de la manière d'instrumenter le droit s'inscrit bien dans des orientations normatives qui sont des orientations qui vont prendre des catégories de valeurs morales, mais qui s'inscrivent aussi dans des orientations de valeurs, on va dire, affectives. Donc, qu'il y a une continuité, dans le ce qui importe, une continuité assez forte entre l'expérience affective, l'expérience relationnelle, et puis l'expérience des droits et des valeurs comme idéaux qui sont fortement imbriqués. Et puis peut-être, dernier point pour terminer, pour revenir à la question de l'article 12, dire, je ne sais pas en quoi cette expérience contribue à l'élaboration d'un autopositionnement. Sans doute qu'elle a quelque chose d'un précédent, de dire oui, en fait, c'est possible d'écouter, de respecter les volontés et les préférences contre le justificatif de l'intérêt, quand bien même des autorités professionnelles, etc., familiales, viennent dire c'est l'intérêt qu'il faut suivre. Non, c'est possible. Donc il y a cette ouverture, cette force d'ouverture qui participe à la position d'un autopositionnement, mais dans une complexité relationnelle très grande. On voit bien le coût, tout à l'heure vous parliez du coût de coordination, mais le coût relationnel de rendre possible d'accéder à la volonté, à la préférence d'une personne est évidemment très très lourde pour l'environnement, pour les proches, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous les 5 pour vos interventions. Donc nous allons passer à des questions et moi je vais d'abord déjà commencer par une remarque, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une très grande complexité entre plusieurs textes de loi déjà, ou plusieurs nomenclatures que nous a cité M. Hérault, et on se rend compte que les familles font un très gros travail qui est souvent mal reconnu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sacrifient leur vie professionnelle, comme cette dame que j'ai à côté de moi. Voilà, ou même des familles qui n'acceptent souvent pas les décisions. Moi, j'ai eu le cas il y a dernièrement, au mois de novembre, j'ai voulu aller à un établissement psychiatrique. Mes parents m'ont dit « mais t'es pas fou, mon fils ». Voilà, aujourd'hui, la notion d'empowerment et la notion de capacité, on ne l'écoute pas, où on n'a pas les outils pour la faire écouter. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a chez nous en France, c'est que dans une même démarche, on a le code de la santé, le code civil, on a trop de papiers qui s'entremêlent, donc on n'avance pas. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites grâce aux associations, mais que l'État s'est débarrassé des populations invisibles aux associations, et c'est peut-être une faiblesse aujourd'hui, c'est que le handicap ou les maladies suite à des accidents de la vie, c'est ce qui est plus complexe à gérer et qu'on ne veut pas forcément écouter, ou très mal écouter. Les MDPH, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, loin de là, j'espère qu'il n'est pas là, le monsieur de MDPH. Mais il y aurait un débat de plusieurs semaines à faire sur le fonctionnement des MDPH, mais voilà, après, voilà, à vous. Non, je pense que la question, l'échange peut circuler là. Mais moi c'est vrai que ce qui m'interroge, c'est quand même à chaque fois qu'on place la famille un peu comme si on était dans les années 50, après une approche très fonctionnaliste de la famille. On a besoin de la famille quand on n'a plus rien à proposer ailleurs. Et parce que ce que tu dis pas, que j'ai lu dans l'article sous le nom d'emprunt,
c'est quand même que demander une levée et contractualiser avec des infirmiers au moment de la sortie, c'est aussi s'engager soi-même à héberger pendant 3 mois ou je ne sais plus combien. Donc, alors c'est pas parce que je vends ma marchandise, mais travail familial, de santé, pour faire passer tous les caps, on n'arrête pas de voir ça. Et le droit, finalement, dit quelque part à la famille, nous, on ne sait pas comment procéder. Ce qu'on aurait à proposer, c'est notre manière à nous de penser la fonction de soins, la fonction d'hébergement, etc. Et vous, vous êtes polyvalent et vous allez bien vous en arranger. Et en plus, si vous demandez la levée, ne venez pas demain nous demander un autre hébergement ou quelque chose en urgence. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant parce que finalement, l'action publique dit à fragmenter des institutions pour des bonnes et des mauvaises raisons. Le droit s'est empilé, effectivement, comme tu dis, Florian, il y a des ramifications qui ne se parlent pas entre elles, ça se superpose, on utilise un droit pour un autre, etc. Mais on est vraiment dans l'idée que quand on ne peut plus, mais je crois que Audrey l'a montré depuis longtemps, finalement, quand l'hôpital psy ne peut plus, la famille pourra bien quelque chose. Et on verra bien ce qu'elle pourra faire. Et elle va nous revenir proprement, nous faire une demande en bonne et due forme, à laquelle, comme la famille aura dû travailler, ou les membres, pour que ça rentre dans la case, et du coup, on revient et on a des réponses à des besoins partiels. Et effectivement, ce que vous dites sur à quelle occasion on peut parler collectivement dans une configuration entre famille et professionnel avec la personne concernée, c'est quand même un peu rare. Si on regarde en temps, en énergie et en dysfonctionnement, quoi. Donc cette vision fonctionnaliste de la famille, par défaut, elle se retourne un peu contre les institutions, quelque part, et contre les professionnels aussi. Je voudrais rebondir là-dessus. Il y a aussi des choses qui sont en train d'être dites par certains côtés de la barrière et par d'autres, surtout sur la psychiatrie, mais aussi dans la médecine en général ou dans le milieu hospitalier. C'est ce qu'on appelle soit en psychiatrie le plan de crise conjoint, soit les directives anticipées. Là, c'est important aussi de pouvoir prédire ce qu'on veut. Je pense que c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas des facultés. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'avoir un plan de crise conjoint qui était sur des bases de données qui a été écouté. Et aujourd'hui, ce plan de crise conjoint, 2 ans après, il va être modifié. Et même, je vais essayer de faire des directives anticipées pour que mes directives anticipées en santé en général, parce que moi, j'ai la chance d'avoir une maladie orpheline, c'est de l'humour. Et du coup, on se dit, voilà, on est balancé dans la nature, comment faire pour donner nos volontés? Et aujourd'hui, voilà, les familles, on le voit dans les 4 exemples qu'on a là, elles ne seraient pas là. Est-ce que les personnes seraient encore vivantes aujourd'hui? Est-ce que c'est pas une force d'avoir les familles, mais une faiblesse en même temps, parce qu'on leur demande de faire un travail ou une activité auquel elles n'ont pas eu des apprentissages avant? Donc il y a aussi un problème, c'est que on leur demande, démerdez-vous. Vous avez déjà un choc et après on vous en rajoute un deuxième. Donc c'est compliqué aujourd'hui tout ça. Oui, moi je voulais vous remercier. Je me présente Francine Molon-Noblot du CAPH, mais aussi de l'UNAFAM, et à la fois personne impactée en tant que mère par un fils majeur, personne souffrant de troubles psychiques, schizophrène, très gentil, mais avec des périodes de décompensation. Et on s'est bien retrouvé dans ce que vous avez dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir signalé cet exemple-là. Ce que je voulais dire, c'est que c'est souvent dans les périodes d'urgence qu'on vient chercher les familles. Vous parlez de la levée de l'hospitalisation contrainte. Moi, je peux vous parler aussi de la demande d'hospitalisation contrainte. Bon, je fais depuis 20 ans du bénévolat à l'UNAFAM. J'ai été accueillante pendant de très nombreuses années. On n'entend que ça. On n'entend que des familles, pas que ces problématiques-là, il y en a d'autres, mais je veux dire, sur ces problématiques-là, on a souvent des accueils de personnes, de parents, souvent de parents, ça peut être de frères et sœurs, qui ont eu à signer des hospitalisations contraintes
Donc c'est extrêmement complexe parce que vous êtes dans l'urgence vous-même. On vous appelle à un moment où vous vous y attendez le moins. Et maintenant, pour conduire, en plus, enfin moi ce que j'ai vécu, hein, je pense que c'est toujours plus ou moins la même chose. Souvent, il faut la présence de la police en plus du service d'urgence qui arrive. Donc c'est extrêmement difficile, surtout quand il y a une fratrie avec des enfants plus jeunes. C'est d'une violence incroyable parce que vous avez votre proche qui est en épisode psychotique. Donc il a besoin d'être soigné, mais vous avez la violence de cet accompagnement. Comment faire pour l'amener aux soins? Et quand vous arrivez et qu'on vous demande l'hospitalisation, de signer le document d'hospitalisation, on vous dit que c'est sur la base de certificats médicaux, pas le soignant en général, le psychiatre qui suit, mais ces certificats médicaux, vous n'avez pas le droit de les voir. Bon, nous, dans ma famille, mon mari a toujours fait le choix que ça soit toujours lui, dans la mesure du possible, et on en a eu de nombreuses, qui signent l'hospitalisation pour préserver le lien avec l'un d'entre nous. Parce que ce que vous dites, c'est juste. C'est-à-dire qu'on vous répond, moi je parle au nom d'une femme, on vous répond « Ah bah oui, mais il faut préserver le lien avec le thérapeute ». Autrement dit, le psychiatre. Oui, mais par là même, on détruit aussi une partie du lien que le malade a avec ses proches, sa famille, ses aidants, parce qu'il va vous reprocher au départ d'avoir signé cette hospitalisation. Et moi, j'ai connu, on l'a vécu nous-mêmes, mais on a aussi connu des familles chez nous qui n'ont même pas été reçues entre deux portes. Et le conseil que je donne, c'est toujours, avant de signer l'hospitalisation, demandez un entretien avec le psychiatre. Déjà, vous aurez un pied dans la maison. Et je peux vous garantir qu'après, garder le pied dans la maison, c'est quand même très compliqué, l'alliance entre professionnels et aidants. Nous, on appelle de nos voeux cette triple alliance. Bon, d'autre part, on a aussi travaillé avec les juges des lieux de privation de liberté, parce que c'est aussi transmis. Et eux-mêmes disent qu'ils ont très peu de temps pour évaluer les situations, notamment quand on demande une levée de l'hospitalisation contrainte, qui peut être vécue, enfin moi, ce que je considère, c'est que c'est d'une violence sur le malade, quelque chose d'inouï, parce qu'ils sont laissés des fois longtemps, attachés, bon maintenant peut-être moins dans le Finistère, hein. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès, on a beaucoup milité, mais ils peuvent rester un moment, et il y a d'autres méthodes pour calmer des personnes en décompensation. Il y a quand même des méthodes qui commencent à arriver sur des lieux d'apaisement, qui permettent d'éviter cette crise, vous voyez. Donc je pense que c'est un vrai sujet sur le droit. A-t-on le droit de mettre des gens du jour au lendemain attachés dans un lit, en pyjama pendant des semaines, voyez, enfin sans qu'ils sachent exactement une fois que la décompensation est terminée. Oui, je vais m'arrêter. Pierre me dit, vous avez raison. Mais enfin, je trouve que c'est un vrai sujet, là. Vous avez soulevé un vrai sujet. Le défenseur des droits en a parlé dernièrement. On avait un événement à Nantes où on a beaucoup parlé de ça. Moi, il m'a fâché parce qu'il a parlé de l'établissement qu'il suit en disant « c'est un mauvais élève », alors qu'aujourd'hui, c'est un établissement qui est situé dans l'Ain, qui a mauvaise pub parce que de mon point de vue, c'est un établissement qui est géré par le milieu associatif, parce qu'on a voulu une roue de secours dans la psychiatrie, donc on a mis 3 vitesses. Les établissements privés qui ont de l'argent, donc avec des bonnes qualités de soins, des établissements publics universitaires avec des plutôt bonnes qualités, et des établissements associatifs où là, ils font comme ils peuvent parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, mais ils ont des obligations de soins et on voit des résultats qui sont plus ou moins bonnes. Et aujourd'hui, en psychiatrie, je pense que la présence trop longtemps en milieu fermé est plutôt hostile à la réussite des soins. Je sors de 2 jours de congrès à Marseille avec Santé Mentale France et la Réhab, le rétablissement psychosocial, où aujourd'hui on nous dit, quelle que soit la maladie, l'isolement du milieu de soins qui nous sort d'une vie normale ne nous aide pas à nous soigner. Aujourd'hui, il faut faire des établissements de soins à temps partiel dans la cité, ou des hôpitaux de jour, ou des foyers où on pourrait mixer les gens, ou travailler entre générations de malades, de familles, du transgénérationnel et du transmédical, je pense. Après, est-ce que d'autres veulent répondre? Alors, il y a à distance Isabelle qui veut prendre la parole. Isabelle, on vous écoute. Oui, alors, moi, je voulais juste parler pour le dialogue entre les professionnels et les familles. Comme le disait Gilles Raoult-Cormeil, moi, je pense que c'est aussi, alors, c'est pas indiqué tel que dans les missions de la loi sur la protection des majeurs,
mais c'est aussi permettre à la famille de garder une place et de faire des démarches et de réintroduire du lien entre la personne et la famille. Et c'est vrai que, par exemple, pour rebondir sur la situation de cet exposé-là tout de suite, moi, souvent, je signe les demandes de mesures d'hospitalisation. J'accompagne la personne et parce que des fois, c'est effectivement extrêmement violent pour la famille de le faire. Et le travail que l'on fait aussi avec les juges des libertés et des détentions, c'est un vrai travail. Et c'est vrai que, par exemple, le juge des détentions, elle me dit, mais par exemple, sur Dijon, vous êtes deux à le faire, deux mandataires à le faire, ce travail de lien et enfin, j'allais dire, aussi le travail avec le juge des libertés. Souvent, une fois qu'il y a l'hospitalisation, la personne est, entre guillemets, confiée aux bons soins de l'hôpital, mais le mandataire, il doit maintenir quand même la défense des droits. Et dans ces lieux, c'est pas pour rien qu'on parle de lieux de privation de liberté, c'est très important. Et moi, je suis, j'allais dire, presque plus présente dans les hôpitaux psy, voire les prisons, que peut-être au domicile auprès de la même personne. Et voilà, c'est une place aussi que le mandataire professionnel doit trouver entre la personne et la famille. Alors, il est vrai qu'on est nommé quand la famille peut être défaillante ou refuse cette place, mais je pense que dans notre travail d'accompagner les personnes vers plus d'autonomie, on doit retravailler aussi ce lien et on ne peut pas exclure complètement la famille de ce lien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public? Ouais. Bonjour, Ronan Kermarek, je suis directeur d'établissements médico-sociaux et notamment d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Alors votre histoire m'a fait beaucoup réagir parce que j'ai pas mal bossé à un moment sur l'hospitalisation sous contrainte et j'avais complètement oublié cet article qui permet à la famille de lever l'hospitalisation en effet. Et comme vous le dites, je pense que c'est une vieille réminiscence de la loi de 1838. Je la regardais à l'instant. Le curateur peut également faire cette levée. Et quand il parle du curateur, c'est en fait du curateur hospitalier qui existait dans la loi de 1838. Or, cet article-là n'a pas été abrogé. Par contre, le curateur hospitalier, lui, n'existe plus. C'est un article qui a été abrogé depuis 20 ans. Donc on voit qu'il y a eu vraiment du mal à abroger cette possibilité-là. Et pour moi, ça pose la question de la vision de la famille en tant que gardien, quelque part. Parce que ça, c'est très présent dans la loi de 1838. L'asile qui devient le gardien du malade, du fou. Et la famille à qui on renvoie ce rôle une fois qu'il sort d'hospitalisation. Vous redevenez responsable, vous êtes le gardien. Et on sait que le gardien, il est responsable aussi de ce qui va arriver vis-à-vis des autres. C'est un rôle qu'on donne au tuteur aussi. Et en responsabilité pénale, ça existait depuis longtemps. On disait, tu ne puniras pas le fou, parce que le fou, il est déjà puni par son état, tu puniras le gardien. Parce que, conscient du danger qu'il y avait, il n'a pas pris les mesures nécessaires. Voilà, ça m'a évoqué toutes ces choses-là en même temps, je pense que... mais je pense que c'est dans le droit fil de cette histoire. Moi, en tant qu'usagère en santé mentale, j'ai envie de m'exprimer par rapport à l'importance des mesures de soins anticipés, de décision des malades au cas où ils auraient des difficultés à faire valoir leurs droits auprès de leurs proches, parce qu'on sait bien que les problèmes psychiatriques, ça vient du milieu familial. Et bon, peut-être que je suis une vieille de la vieille, mais je reviens aux idées de Tosca, Houry et ces gens-là avec la Borde. C'est quand même la famille qui est quelque part responsable des troubles. Enfin, je pense qu'elle a une part de, peut-être pas complètement, mais une part
essentiel dans les troubles des personnes en situation de handicap psychique. Donc, pour que la famille soit interventionniste, etc., elle a toujours, il y a toujours une part de responsabilité. Et il ne faut pas que les familles soient complètement décisionnaires, mais il faudrait qu'il y ait peut-être une thérapie, des thérapies familiales qui soient mises en place à la place des neurosciences et de ce qu'on voit en ce moment avec les privations de liberté. Merci. Je suis quand même surpris que... Benoît, tu peux peut-être répondre, mais je suis surpris que vous disiez, pardon, je peux pas tutoyer, que les familles peuvent être la cause des troubles psychiques. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être malade et handicapé depuis mon plus jeune âge. Mes parents ont fait des milliers de kilomètres, ont dépensé beaucoup d'argent. Et j'ai fait une dépression à 30 ans, j'ai refusé l'hôpital psy. Alors que j'ai fait la promotion pour tout le monde. Dernièrement, il a fallu qu'à 24 heures près, je sois hospitalisé d'urgence pour une ouverture de porte parce que je n'ai pas signe de vie suite à un essai clinique, donc ils pensaient que j'étais mort, les médecins. Il a fallu que je me réveille. Et là, on m'a dit, est-ce qu'il faut prévenir des proches? Je dis, les proches que j'aurai à prévenir, je les préviendrai moi-même. C'est mes 2 personnes de confiance et mes parents ne seront pas prévenus parce que la première chose qu'ils voudront faire, c'est me sortir de là parce que je ne suis pas malade. Et moi-même, je ne voulais pas y aller. On m'a dit, vous inquiétez pas, aujourd'hui, l'établissement est innovant. On a fait un nouveau bâtiment où on observe, on analyse et on oriente. Moi, la première question que j'ai posée en arrivant, c'est, moi, je veux aller à tel endroit. Le psychiatre m'a dit, c'est votre demande, on va faire une demande. Et je dis, j'ai pas envie d'être shooté de médicaments. Et je pense qu'on a beaucoup d'idées reçues. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une éducation à faire à la société sur les risques psychosociaux, les vecteurs de risque, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'épigénétique, l'environnement. C'est l'environnement qui nous rend vulnérables. On n'est pas tous, on réagit pas tous pareil aux vulnérabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde accepte la vulnérabilité parce que c'est apprendre à se connaître et se préserver. Et aujourd'hui, je pense que les familles ne sont pas toujours négatives. La société fait beaucoup de mal. Il faut être toujours bon, toujours meilleur, toujours plus haut. Et je pense qu'aujourd'hui, l'échec, la maladie, c'est pas une faute. C'est un apprentissage. C'est de l'expérience positive, c'est de l'innovation. Nous, je pense que les gens concernés, on permet à nos travailleurs de la science, à nos médecins, etc., on est des cobayes vivants, c'est dur à dire, mais on permet aux gens qui vont arriver après de ne pas subir ce que certains subissent aujourd'hui. Et je pense que, par exemple, la personne aphasique tout à l'heure, je pense que pour elle, c'est compliqué tous les jours, mais je pense que pour les familles, ça doit être encore plus compliqué parce que pour se former ou apprendre à soutenir, ils sont obligés d'aller dans des associations qui font comme elles peuvent pour faire leur travail parce qu'elles sont aidées par des subventions départementales, régionales, et qu'on n'aide pas ou pas, et qu'on délaisse pour des mauvaises vérités. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à parler entre nous. Des fois, les témoignages sont durs. Moi, j'étais à Marseille pendant 2 jours, j'ai décompensé pendant 2 jours derrière. Mais je suis là aujourd'hui pour dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est intéressant, que je pense que ce qu'a fait, je n'ai pas de mémoire des noms, Alice ou même Anne, se sacrifier, arrêter sa carrière professionnelle, je pense qu'on le fait tous, mais c'est super dur en fait. Vous vous dites, vous perdez vos amis, vous perdez vos membres de famille, et on se dit, mais qui l'institution est pour se permettre de faire ça? Et je vais m'arrêter là, je vois qu'on fait des petits signes. Désolée Florian, mais en fait on a déjà bien dépassé l'horaire et du coup voilà, si on peut poursuivre éventuellement aussi la discussion, peut-être une dernière réaction ou un petit mot de clôture. Juste un mot, même si... Non, juste vite fait, par rapport à ce que vous dites, je pense que juste on n'a pas le choix, en fait, les familles.
C'est pas, enfin moi on m'a souvent valorisée aussi en tant qu'aidante et tout, mais je dis toujours mais je le fais pas parce que je suis sympa ou je sais pas quoi, j'ai pas le choix. J'aimerais bien ne pas faire ça moi de ma vie. Oui, mais il faut partir de cette remarque pour faire évoluer le système, justement. Vous n'avez pas le choix. Comment on peut arriver à faire en sorte qu'on ait le choix? À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Comment comment Benoît, est-ce que tu as une dernière réaction? Ouais, désolé, je voulais réagir à la question de l'usage fonctionnel des familles. Et en fait, pour faire un lien un petit peu en décalage, mais de se dire quand même cette vision fonctionnaliste, les sciences sociales en ont été comment dire, des promoteurs importants. Et donc, ça engage quand même aussi sur le type de cadrage théorique, d'épistémologie que les sciences sociales véhiculent. Hein, et ça renvoie quand même, pour dire aussi quelque chose de cette communauté mixte, hein, c'est de dire c'est bien aussi des cadrages épistémiques qui précisément sont pas fonctionnels. Hein, et souvent on a du mal dans une certaine opérationnalité. On voit bien le déficit de fonctionnement que ça implique de ne pas prendre des manières précisément fonctionnelles de travailler. Mais je crois précisément que c'est important pour aller à l'encontre de pathologies. Je ne sais pas si c'est les familles qui les créent, mais je pense que penser de manière fonctionnaliste, c'est une manière pathologique de penser le social. Ça a des effets pathologiques sur le social. Hein. Et donc, faire une communauté épistémique, une communauté mixte, c'est permettre quand même de croiser pas simplement des savoirs, des expériences qui, j'espère, favorisent qu'on soit un peu moins pathologiques les uns vis-à-vis des autres. Il y a Jacques qui voulait prendre la parole, peut-être, si tu veux dire le mot de la fin, Jacques. Oui, moi, on va dire c'était très bien. On va dire, on a un truc avec madame et que sa sœur. On va dire, moi aussi, on va dire, le mari souvent, quand il dire, la femme ne peut pas dire ses droits, la profite, on va dire, comment dire ça, puis on va dire, comment je dois te dire ça, moi, retirer, pour dire, la mère n'est plus capable de s'occuper de ses enfants. Mais si on va dire côté physique, il ne peut plus, côté mental, il peut tout le temps, parce qu'automatiquement, même s'il y a un handicap qu'au sa sœur, on va dire l'amour est tout le temps. Et ça, il faut aussi marier avec le mari pour apaiser les droits de la mère. Et ça, c'est pas normal. Bon, c'est pas la première fois que j'entends ça. Et c'est vrai, faut aussi apaiser le mari, on va dire, donner ce point de vue sans on va dire, sans voir la famille de la fille, de la famille, la sœur ou la mère. Et elle, parce qu'elle a tous les droits aussi. C'est ça, c'est important. Comment c'était très bien, ça m'a beaucoup plu. Merci, Jacques. C'est un bon moment de la fin et une bonne transition vers demain, puisqu'on aura plusieurs aussi interventions sur les questions de parentalité, donc atelier. Et donc, merci à tout le monde. Et on se retrouve donc demain à 9h. Pour celles et ceux qui veulent, il y a un apéro dînatoire prévu là. Donc, on peut retourner là où était la pause café et le temps qu'on le mette en place, voilà.